que ce soit sur les coûts, la technique, etc., ne soit pas balayé finalement d'un revers de main par un petit peu, beaucoup d'idéologie, voire de populisme sur le sujet, et que finalement tous les efforts réunis et les intelligences réunies dans cette salle soient réduites à pas grand-chose. J'essaye de faire le tour de toutes les questions qui sont nombreuses. Sur le prix du mégawattheure, comment on le voit évoluer par la suite. Je pense que c'est un des sujets, après la PPE, le projet PPE qui était clair, parce que pour nous il était important d'avoir cette visibilité pour l'avenir, tant qu'on n'avait pas de projet de PPE. Et tant qu'on restait inscrit ce 50% en 2025, qui était quand même compliqué et assez délétère, on avait quand même un vrai sujet de visibilité. Le gros avantage du projet PPE, même si quelque part, je l'ai dit tout à l'heure, il ne correspond pas exactement à ce qu'on avait proposé, ne nous trompons pas, il a l'avantage quand même de donner de la visibilité. Donc on a de la visibilité, on sait que voilà, on s'attend sur le grand carénage, qu'on va amener des réacteurs à 50 voire à 160 ans, donc voilà, il faut continuer d'y travailler d'arrache-pied, et cette visibilité, on va en manquer. Ce qui nous manque, deuxième point maintenant, pour éclairer complètement l'avenir d'EDF, et donc éclairer votre question, c'est globalement le sujet de la régulation. Le sujet de la régulation du prix de l'électricité est clé. Tant qu'on sera scotché avec le sujet de l'AREN, clairement, on n'y arrivera pas. C'est qu'une question de temps, on aura potentiellement, effectivement, un certain nombre de choix financiers ou des difficultés financières devant nous, et c'est pas acceptable, parce que globalement, on produit quand même mégawattheures sur compétitif pour l'ensemble du pays, et on ne voit pas pourquoi on devrait être face à ces difficultés financières, à cette arène qui, quelque part, quand on regarde bien, encore une fois, quand la pierre des deux mondes, est une certaine forme de spoliation. Donc globalement, nous, on veut que ce système évolue, et sans des discussions qu'on a avec l'État, que l'État va devoir, s'il est d'accord en tout cas, discuter aussi avec la communauté européenne. Tout ça, c'est des discussions qu'il faut entamer, qui ne sont pas simples. Ceux qui ont passé, c'est pas simple, mais je pense que c'est la nouvelle frontière qu'il nous faut franchir, qui est importante. Si on la franchit et qu'elle va dans le sens, effectivement, de ce que je disais tout à l'heure, en quelque sorte d'un corridor de prix dans lequel on garantit qu'on reste toujours, si on est au-dessus, si les prix de marché sont au-dessus, c'est quelque sorte d'EDF qui compense via de la réduction de choses qui sont sur la facture du client, ou au contraire, quand les prix de marché sont en dessous, on est compensé pour pouvoir continuer de flotter dans ce corridor-là. Globalement, on aura assuré la stabilité du prix pour les consommateurs, et c'est quand même extrêmement important. Pas la stabilité forcément fixe, mais dans un corridor. Bon, encore une fois, quand vous comparez, il faut comparer les choses comparables. Les prix de la part fabrication des mégawattheures, c'est en gros, je disais tout à l'heure 33 pour les pour rester engagés. Si il y en aurait besoin, en gros, si je fais ça pour être normal, d'être autour d'un 47-48 euros du mégawattheure, pour être correct. La REN est aujourd'hui à 42. Donc si on était autour de 48 et qu'on est dans un petit tunnel flottant, on pourra ramener ça au prix payé par le consommateur, plutôt de 160, 170. Vous voyez bien que ce petit tunnel flottant, s'il fait plus ou moins plus ou moins 5 euros du mégawattheure, ramené à 160, c'est quasiment rien. S'il a la stabilité de rester dans ce tunnel-là, je pense que le consommateur sera content. Voilà. Après, il y a un autre sujet, que le sujet effectivement que vous abordiez, qui est le financement du nouveau nucléaire. Ça, c'est un vrai sujet. Là, on en est vraiment au tout début des discussions, mais c'est un sujet qu'on aura devant nous à traiter, effectivement, avec l'État. Je l'ai abordé tout à l'heure. C'est un sujet qui est sans doute un des sujets les plus compliqués dans le dossier qu'on a à remettre d'ici 2021, et qui est un sujet extrêmement clé, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Sur les 6 GO, effectivement, il y a eu plusieurs évaluations. Voilà. Alors, c'est pas pour, pour opposer les uns aux autres. En fait, c'était lié au fait qu'on voyait plus ou moins d'optimisation de la manière dont on pouvait faire le 6 GO. Dans le 6 GO, c'est quand même un stockage souterrain. Suivant la manière dont vous le faites, ça peut faire des choses assez différentes. Honnêtement, on a eu pas mal d'incompréhension dans les années 2010 avec des mots d'oiseaux que je regrette, qu'on a employé d'ailleurs souvent des deux côtés, simplement parce que ça envoyait à des choses un peu différentes. C'est sûr que quand vous êtes dans les fins des années 2000, début des années 2010, vous êtes avant tout des chercheurs, et
vous n'avez pas forcément la dimension industrielle. Par exemple, vous avez deux façons de creuser des galeries. Si je fais simple, vous avez ce qu'on appelle les machines à attaque ponctuelles, comme ils disent les vagues, en fait c'est des marteaux-piqueurs, donc vous pouvez creuser effectivement des galeries de marteaux-piqueurs, vous pouvez les creuser avec des tunneliers. Ça ne fait pas tout à fait le même effet en termes de coût, pour prendre cet exemple-là. Donc il y a eu quand même un certain nombre de discussions un peu âpres, je ne vais pas le dire, au contraire. Il y a un prix qui a été fixé aujourd'hui par le ministre, à l'époque c'est Colette Royal d'ailleurs, il faut le dire, qui a eu le courage de dire non, on donne un prix objectif qui est de 25 milliards d'euros. C'est une grande vertu, c'est que dorénavant aujourd'hui, on peut dire qu'on travaille avec l'ANDRA. Et ça c'est extrêmement important. Je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui avec l'ANDRA, avec Pierre-Marie Avadi notamment, pour dire que l'enjeu numéro 1 de CIGEO, c'est qu'il se refasse dans les coûts, dans les délais, en sûreté et en qualité. Voilà. Et on est tous d'accord pour que ça se passe dans ce sens-là. Et on y travaille. Pierre-Marie d'ailleurs m'a invité hier au vœu de son personnel à l'ANDRA pour témoigner sur ce point-là et pour expliquer que dorénavant, la filière est alignée pour faire en sorte que CIGEO se fasse dans les coûts, dans les délais, en qualité et en sûreté. Voilà. Et je pense que l'ANDRA et le maître d'ouvrage, c'est incontestable. Il n'y a pas d'autre maître d'ouvrage que l'ANDRA, et c'est à l'ANDRA de réaliser ce projet-là. Dans le même temps, on le sait, compte tenu de leur origine, ils ont quand même du contract management, des PMO, enfin tout ce qui se fait pour faire un projet, c'est pas forcément leur force de départ. C'est là où on peut dire, nous, quelque part, ça, on a des contract managers, on sait gérer des contrats, on sait gérer des PMO, etc. Si on peut vous aider, on vous aide. Voilà, mais c'est à vous de définir comment vous voulez qu'on vous aide. Le maître d'ouvrage chez vous. Mais par contre, on est prêt à vous aider pour faire en sorte, encore une fois, le seul objectif, c'est que ça se passe dans les délais, en sûreté, en coût et en qualité. Voilà. Et aujourd'hui, le fait d'avoir aligné les deux parties fait qu'on travaille beaucoup plus intelligemment ensemble. Pour me poser la question à Pierre-Marie Avedi, je pense qu'il vous dira exactement ce que je suis en train de vous dire. On est en train de travailler vraiment ensemble aujourd'hui pour réussir CIGEO. Et c'est important pour l'avenir. Est-ce que c'est dans les 33 euros Non, c'est pas dedans. C'est pour une raison toute simple, parce que c'est pas le coût restant engagé, parce que de toute façon, que vous arrêtiez ou pas le nucléaire, vous aurez toujours à faire CIGEO. Donc, quand vous faites des comparaisons de scénarios, vous n'allez pas apprendre ce point-là. Quand on regarde, par contre, et ça, vous allez regarder la Cour des comptes, quand vous regardez la Cour des comptes, le rapport de Cour des comptes de début des années 2010, qui regardait effectivement l'impact des variations du coût de la déconstruction ou de ces aspects de stockage des déchets, vous vous rendez compte que l'impact en euros par mégawattheure n'est pas extrêmement important. Si je suis posé même aujourd'hui, vous faites un calcul assez simple, on regarde l'ensemble des coûts qu'il y aurait pour traiter les déchets de long terme et pour traiter la déconstruction, en supposant qu'on n'ait mis ce qui n'est pas vrai, aucun biscuit de côté jusqu'à présent, on en a mis plein, parce qu'en fait on a les actifs dédiés, on les a largement, contribué à ces actifs dédiés. Aujourd'hui, les actifs dédiés représentent 100%, plus de 100% même des coûts de déconstruction et de gestion des déchets pour le long terme. Mais supposons même qu'on n'en ait aucun, vous verriez qu'avec ce qu'il nous reste à vivre sur notre parc nucléaire aujourd'hui, avec la visibilité qu'on a, eh bien, il faudrait mettre à peu près de côté 3 à 4 euros par mégawattheure, beaucoup plus c'est l'ordre de grandeur, pour pouvoir faire face à ces coûts-là dans l'avenir. On n'a même pas besoin de le faire parce que de toute façon, on a déjà les actifs dédiés. Mais c'est juste pour donner les ordres de grandeur, donc on met souvent en avant sur ces aspects de déconstruction et de stockage des déchets. Ça pèse finalement, quand vous les ramenez en euros par mégawattheure sur une période de 20 ans qui reste devant nous, ça pèse pas grand-chose, en fait, paradoxalement. La part exportée, donc aujourd'hui on exporte à peu près de mémoire 50 TWh en équilibre import-export, parce qu'il y a des parties on importe et des parties évidemment on exporte, mais globalement on est exportateur, on est plutôt exportateur de mémoire autour de 50 TWh. Je parle un peu de mémoire, je ne vais pas regarder en 2018, mais c'est les ordres de grandeur. On peut monter un peu plus haut, et on va potentiellement monter un peu plus haut dans l'avenir, quand on regarde l'avenir, simplement parce qu'il y aura plus de lignes qui sont amenées à se construire, qui sont dans le tuyau aujourd'hui entre les différents pays. Je parlais de câble IFA 2, par exemple, entre l'Angleterre et la France qui est à venir. Il faut avoir regardez là aussi sur Electricity Map, c'est l'application dont je vous parlais, vous allez sur le truc habituel sur Internet et sur Google, vous prenez le truc, ça s'appelle Electricity Map, vous regardez dessus, vous verrez que le câble électrique franco-anglais de 2 gigawatts de la France vers l'Angleterre, en général, il est toujours à 2 gigawatts et toujours dans le même sens. C'est assez clair. Donc on aura pareil IFA 2, on aura des câbles avec l'Espagne.
On a des choses encore avec l'Espagne, vous savez, avec l'Italie. Enfin, quand on dit nous, c'est RTE, hein, c'est qui fait ce genre de choses. Voilà. Donc on avance sur ce sujet-là, on voit bien que ça va conduire effectivement sans doute plus d'exportation dans l'avenir, simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, certes, il y a des moments où il y a une production massive d'ENR, mais la plupart du temps, quand les ENR ne sont pas là, c'est quand même nous qui contribuons à, et globalement, le sens, quand on fait des plus et des moins, il est toujours quand même dans le même sens. Les nouveaux usages, oui, la climatisation va faire monter. Et il y a déjà un petit impact hein, quand on a aujourd'hui, en hiver, quand on a une baisse de 1 ou 2 degrés, de 1 degré, ça fait à peu près aujourd'hui 2 gigawatts hein, qu'il faut mobiliser en plus. Quand on a 1 degré en plus l'été, aujourd'hui, c'est à peu près 300 mégawatts qu'il faut mettre en plus. Donc c'est pas aussi sensible, mais ça va le devenir. Alors, l'avantage, c'est que les pompes à chaleur, justement, les pompes à chaleur ne consomment pas beaucoup en électricité. Enfin, c'est le moyen sans doute le plus intelligent de faire à la fois du chauffage et du refroidissement durant l'été, tout simplement parce que ce n'est pas des gros consommateurs d'électricité, et c'est ça qui est intéressant. Le VR chinois, puisque bon, je suis resté un peu en Chine aussi quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fini avec un peu de retard. Ils ne sont pas à l'heure non plus complètement de ce qu'ils avaient dit. Ils sont à peu près de mémoire 18 mois à 2 ans de retard sur leur Taishan 1. Bon, c'est beaucoup moins que sur Flamanville 3, je vous l'accorde volontiers. Ce qu'on peut en tirer, c'est 2 choses. D'une part, c'est un réacteur, mais c'est normal, on faisait les premiers. On a appris, et qui est quand même, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des optimisations qu'on peut faire dessus, parce qu'il est un peu difficile à construire, clairement. Dans la manière dont le detail design a été fait, notamment, on voit que c'est un peu difficile à construire. Deux petits exemples, simplement, quand vous avez des murs courbes ou des murs droits, ou des murs pas alignés les uns par rapport aux autres, c'est tout bête, mais d'un point de vue génie civil, c'est quand même plus difficile à faire que si vous alignez les murs, hein, c'est assez simple, donc on voit bien que le diable se cache dans les détails, souvent, dans ce genre de choses. Par exemple, si vous prenez 2 morceaux de tuyauterie et que vous les utilisez chacun de votre côté sans regarder ce qui existe sur le marché, vous ne prenez pas forcément les mêmes dimensions, pas forcément les mêmes épaisseurs. Quand vous les rebootez, ça marche, mais après, quand vous les démarrez, il faut faire des épreuves hydrauliques. Donc il faut couper, il faut mettre des câbles, faire l'épreuve hydraulique, rebooter, c'est ce qui se fait. Sur Flamanville, je crois qu'on a dû faire depuis le départ 3000 épreuves hydrauliques. Hein. Donc c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Donc on doit pouvoir faire beaucoup plus optimisé. Donc l'idée de l'EPR2 qu'on en travaille aujourd'hui, c'est comment on fait tout le retour d'expérience de tout ce qu'on a appris pour faire un EPR vraiment optimisé. Parce que globalement, on a quand même appris beaucoup de choses, c'est l'avantage de faire les premiers, on a appris beaucoup de choses. Alors, les Chinois ont eu sur ces sujets-là un certain nombre de difficultés assez semblables aux nôtres. De là, le petit retard qu'ils avaient. Entre-temps, et entre nous, globalement, nous on avait arrêté la construction pendant plusieurs temps, eux ils n'ont pas arrêté la construction. Enfin, par exemple, le résultat d'AIB c'est 93-97, depuis ils ont continué de construire et ils ont une filière industrielle aujourd'hui qui sait construire, hein, clairement. Voilà. Et donc, quand ils sont arrivés sur Taishan, ils avaient cette filière industrielle qui sait construire et qui a fait des réacteurs nucléaires maintenant depuis 20 ans. Et donc, ils l'ont utilisé. Donc, clairement, la différence de filière industrielle a fait la différence entre Taishan et Flamanville. Ça c'est clair. Le sujet des exigences de l'autorité de sûreté, ça pèse un peu, c'est vrai. Enfin, je ne vais pas nier. Les dernières difficultés qu'on a aujourd'hui sur les soudures du secondaire, sur les excuses entre rupture, etc., ça fait partie effectivement de ces sujets où on a peut-être complexifié un petit peu les exigences réglementaires qui peuvent se comprendre par ailleurs, mais qu'on a peut-être un peu complexifié, qui sont sans doute un peu moins complexes effectivement chez nous, mais ce n'est pas forcément ce qui joue à l'ordre 1. Voilà. À l'ordre 1, ce qui est important, c'est un réacteur facile à construire, et ça va être le sens de ce qu'on est en train de travailler sur le PR2, plus facile à construire que les premiers qu'on a construits, et puis une filière industrielle qui garde ses compétences. De là l'importance pour nous de ne pas tarder sur le lancement de nouveaux nucléaires, parce que sinon tout ce qu'on a reconstruit à l'occasion de Flamanville, qu'on va exploiter au moment de l'HPC, de Hinkley Point et de Saswell, si on les repère derrière, on va effectivement être obligé de réapprendre et ça va effectivement être plus compliqué. Alors, c'est assez délicat comme passage, mais je pense que c'est le passage numéro 1 qu'on a en tête. Alors ça, c'était la vision catastrophiste alors. Ah oui, j'ai oublié Myrto, excuse-moi, sur ton point. Oui, enfin, globalement, on suit des enquêtes d'opinion. On suit des enquêtes d'opinion depuis 30 ans. Et on suit à peu près toujours les mêmes sondages. Et suivant les types de questions qu'on pose, je connais bien les sondeurs, ils me disent tu dis ce que tu veux que le sondage dise, je te poserai les bonnes questions. Voilà. Donc on a toujours à peu près les mêmes questions pour suivre à peu près l'état de l'opinion publique. Ce qu'on voit bien, c'est assez nettement, c'est que ce qui a monté,
globalement, sur les 15 dernières années, c'est un pourcentage de gens qui se disent on ne sait pas ou hésitant. Voilà. On est passé en gros sur le sujet du nucléaire de 45% à 55% à peu près de gens qui se disent hésitants ou pas d'opinion. Voilà. Les 45 autres, à peu près, ça reste à peu près stable. Alors, il y a des petites variations. Au moment de Fukushima, bien sûr, il y a une montée des opposants. Mais on reste, sur les 45 autres, on reste à peu près 2 tiers pour, 1 tiers contre en France. En Angleterre, c'est plus de pour, encore plus de pour. En Allemagne, c'est énormément contre, en Italie aussi. Donc on voit bien que suivant les pays, il y a des opinions publiques un peu différentes. En fait, ça veut dire quand même globalement que le sujet de l'énergie et de l'électricité, c'est un sujet clé pour les Français. Le sujet de savoir si c'est du nucléaire ou autre chose, c'est pas forcément la première des priorités. Oui. Et on voit bien d'ailleurs, c'est tellement pas la première priorité qu'il y a même des sujets de base qui ne savent pas. Quand j'ai dit tout à l'heure que 50 ou 60% des Français pensent encore que le nucléaire émet du CO2, c'est quand même la preuve qu'en fait, c'est pas un sujet qui les passionne en soi. Voilà, c'est pas un sujet numéro 1 de leur préoccupation. Ils ont ce sujet-là en tête, mais c'est pas le sujet numéro 1 de leur préoccupation. Après, le nucléaire, si on dit nucléaire versus ENR, ils préfèrent les ENR au nucléaire. Sur le plan du principe, c'est évident. Si on leur dit est-ce que vous êtes prêts à payer 30% plus cher des ENR plutôt que le nucléaire, ils nous disent non, pas du tout. Donc globalement, on voit bien que tout ça c'est un peu partagé. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'idée que voilà. Alors, il faut continuer la pédagogie. Je pense qu'il faut continuer vraiment la pédagogie sur le nucléaire. Dire qu'effectivement, on n'est pas du tout dans un système où on oppose les deux. Je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui parler beaucoup plus de complémentarité entre les deux. Et de toute façon, le vrai sujet aujourd'hui, s'il y a des besoins d'énergie en plus, des énergies bas carbone, et que la solution elle passera par un mix nucléaire et ENR. Et je pense que c'est ça le message de base qu'il faut qu'on délivre. Est-ce que je peux juste rebondir sur la question de Mirto, qui est celle du recrutement des ingénieurs dans la partie nucléaire? C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de propagande, d'arguments assénés contre le nucléaire, au point que, notamment quand on a eu la difficulté de la première génération d'EDF qui a construit les premières centrales qui est partie à la retraite, et donc on a perdu du savoir-faire, est-ce que le recrutement des jeunes ingénieurs nucléaires peut aussi connaître ce genre de difficultés? Quand on le regarde dans les grandes entreprises, on avait effectivement, genre, quand on publiait un poste de niveau ingénieur dans les grandes entreprises, nous, Areva, etc., on avait encore il y a quelques temps pour un poste à peu près 60 candidats à peu près. Bon. Récemment, on est plutôt descendu à 25-30 candidats. Voilà. Donc, on en a moins. On en a quand même, il ne faut pas exagérer non plus. C'est plus compliqué pour les entreprises prestataires de second rang, c'est plus compliqué. Et en fait, quand on regarde bien, c'est encore plus compliqué pour les techniciens spécialisés. Contrairement à ce qu'on croit, on trouve des ingénieurs. Par contre, des bons techniciens spécialisés, c'est compliqué. Et en fait, ça fait assez écho à ce qu'on est en train d'essayer de lancer maintenant, qui dépasse le sujet du nucléaire, qui revient au sujet de l'industrie. C'est-à-dire aujourd'hui, pour beaucoup de gens encore dans ce pays, l'industrie c'est un problème. Et le plus simple, c'est d'éliminer l'industrie. Or, parce que globalement, cette idée-là est assez présente. Or, en fait, on est beaucoup à être convaincus que l'industrie, c'est la réponse aux grands enjeux de demain. Les grands enjeux de demain sont l'énergie, sont l'eau, sont la santé, c'est les transports, c'est les grands enjeux du monde. Et les seuls capables de répondre à ça, c'est l'industrie. Et redorer la vision qu'on a de l'industrie, faire en sorte qu'on a fait avec l'usine extraordinaire qu'on a faite au Grand Palais il n'y a pas longtemps, montrer que les métiers dans l'industrie, c'est pas Zola, quoi. Enfin, je veux dire, on a des gens, non mais je veux dire, c'est encore, j'ai tenu, parce qu'on était un de 2 ou 3 fondateurs de cette usine extraordinaire, j'ai tenu à dire on va faire venir les gens de Paris, les gens de Janson de Pailly, Janson de Sailly, ok, on en fait venir, mais ce que je veux c'est des gens du 9-3, parce que quelque part il faut qu'on réenchante aussi l'industrie. Il faut qu'on leur montre que dans les métiers de l'industrie, il y a des beaux métiers qui sont bien rémunérés, contrairement à ce qu'on imagine, qui sont bien rémunérés, qui ne sont pas rémunérés au SMIC. Les métiers d'industrie, c'est 2500, 3000 euros par mois. Les gens qu'on a qui travaillent chez nous, c'est ça. Et donc, montrer ça, montrer que, il y a l'usine Giro, montrer que globalement, on a un avenir dans les villes moyennes, en redorant, en remettant de l'industrie, je pense que c'est clé, et de la belle industrie, et on peut en faire, parce que quelque part, quand je dis que les grands enjeux, c'est l'eau, les transports, l'énergie, franchement, l'industrie française, elle est quand même forte, quoi. Par contre, effectivement, il faut qu'on chasse en neutre. Il faut qu'on parle industrie globalement, et pas qu'on cherche chacun à tirer la couverture à soi. De toute façon, entre nous, un soudeur, c'est un soudeur. Qu'il intervienne sur notre parc d'exploitation à Flamanville 3, chez Total ou chez Renault, c'est un soudeur. Le métier est le même.
Simplement, les exigences sont parfois un peu différentes, mais c'est le même. On a tous besoin de métiers de ce niveau-là. Et le principal défaut aujourd'hui, vous pouvez poser la question à Total, etc. Ce qu'on manque, c'est des techniciens de bon niveau, et c'est quand même dommage, parce que quand même, on a quand même des beaux métiers à offrir. Bien, on est sur la dernière slide, puisqu'on finit toujours vers 10h15, 10h30 maximum. Il y a encore 2-3 questions. J'ai encore, parce que c'est vraiment un sujet passionnant, et on est très fiers et très heureux que vous soyez avec nous. Je vois bien aux États-Unis avec la NASA, je vois bien en Russie, on parle beaucoup de mini-centrales. Alors je sais que la stratégie de Nef a été plutôt de faire des grosses machines, parce qu'on le permettait, parce que le réseau le permettait. Ce qui serait intéressant, c'est de voir quelle est votre stratégie sur ces mini-centrales. Est-ce qu'il y en aura aussi en France et est-ce que c'est une ouverture? Alors, on a 2-3 questions là, qui sont là très vite. Notre ancien... c'est intelligent, la maison était là. Voilà. Bien, merci pour ces considérations stratosphériques. Je voudrais revenir sur des choses beaucoup plus pragmatiques, c'est-à-dire sur la régulation d'équilibre production-consommation. Avec le développement des ENR, notamment des éoliens, on arrive dans une situation où la variabilité climatique de la consommation, pour simplifier un écart type de l'ordre de 8000 MW, quelque chose comme ça, avec la variabilité de la production ENR et singulièrement éolienne, vont devenir d'ordre de grandeur comparable. Et donc, ce qui va se poser comme question, ce n'est pas la régulation de la courbe de charge en tant que telle, c'est la régulation de l'équilibre production-consommation, les deux termes étant aléatoires. Bon, ceci étant posé, tu as cité tout à l'heure un certain nombre de moyens de régulation. Et effectivement, on peut fortement miser sur le véhicule électrique, sur les steppes. On peut également miser, et Eden y travaille beaucoup, sur la possibilité de mobiliser, de rendre mobile la demande d'électricité à l'intérieur de la journée avec tous les progrès que l'on a en matière de ce qu'on appelait naguère la domotique. Très bien. Mais tout ceci conduit finalement à dire au fond, la pointe ne va plus exister dans quelques dizaines d'années. Ce qui va exister, c'est un bilan en énergie sur les journées froides. Et c'est là qu'on arrive sur ce qui a été dénoncé tout à l'heure, le mythe éolien. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment aujourd'hui, d'abord, tant qu'on est uniquement éolien terrestre, le foisonnement n'existe plus, le foisonnement géographique est atteint, et ça se comporte, je dirais, comme un bloc sans foisonnement particulier. Mais on a aussi le sentiment qu'il y a des corrélations entre la production éolienne française et la production de nos voisins, qui sont bien plus élevées que ce que l'on soupçonnait. Pour ne prendre que quelques exemples, au mois de novembre, dans une situation relativement détendue, on avait 5% d'éolien en France, 5% d'éolien en Allemagne. Il ne fallait pas compter sur les Allemands. Le 10 janvier de cette année, la production éolienne allemande est passée de 30 gigawatts à 0 en 2 jours, etc. Et donc là, on a quand même un problème de régulation qui ne relève pas des moyens que tu as évoqués tout à l'heure, qui sont des moyens de régulation journalière, et on ne dispose en fait que des réservoirs hydroélectriques, ce qui n'est pas négligeable, une dizaine de gigawatts en puissance, et des capacités de stockage limitées. Donc il me semble que les moyens de stockage de l'électricité plus massifs et plus saisonniers vont devenir très rapidement indispensables. Alors, on a évoqué l'hydrogène tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, stratégique. Vous avez parlé d'électricité MAP. Je trouve que j'étais admiratif et finalement, je me suis rendu compte, Ludovic Examen, l'IED, et que, ils nous l'ont dit, et d'ailleurs c'est marqué, le charbon, même en Allemagne, ils ont pris une valeur unifiée pour le futur, et ils prennent 820 grammes le kilowattheure. Ça veut dire que les chiffres de Electricity Map sont considérablement minimisés quand on utilise le charbon aussi, parce que le charbon plus lignite, j'ai fait une petite enquête auprès de spécialistes, c'est plutôt 1100, quoi. Hein. Et donc, avoir 820 par rapport à 1100, ça change considérablement le résultat. Par ailleurs, il maximise le nucléaire, puisqu'il le compte à 12 grammes
au lieu de le compter à 4 ou 7 comme on le fait en France. Premier truc. Deuxièmement, Cordemais, lamentablement, France Inter, il y a quelques jours, a dit mobilisation de Cordemais pour le charbon au secours du nucléaire. Quand même, il faudrait répondre avec une pareille. Moi, j'ai répondu à la médiatrice. C'est lamentable. Et dernier point, je viens de remplir mon recensement. Dans les moyens de chauffage, il n'y a pas les pompes à chaleur. Il y a tout électrique, il y a gaz. Alors moi, il se trouve que j'ai une pompe à chaleur pour la moitié de ma maison et une chaudière à gaz pour le reste. J'ai répondu gaz, mais il n'y avait pas de rubrique pompe à chaleur. C'est lamentable. Il faut intervenir auprès de l'INSEE. Comment ne pas comptabiliser les pompes à chaleur en France aujourd'hui? Une nouvelle question. Oui, ici Tourniez, Presse. Bonjour monsieur. Deux petites questions. Concernant la nouvelle régulation du nucléaire, monsieur Minard, vous avez parlé de travaux avec le gouvernement. Est-ce que le gouvernement vous a donné un calendrier pour cette nouvelle régulation? Et est-ce que, sinon, quand est-ce que pour vous, cette nouvelle régulation devrait être en place? Voilà la première question. La deuxième question, très courte aussi, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan du nucléaire 2018 en termes de production et de facteurs de disponibilité, etc. Oui, bonjour, c'est Ranson, groupe AXA. Une petite question sur la finance climat. L'année dernière, la Commission européenne a lancé un plan d'action pour la finance durable. Et l'une des premières sorties de ce travail, c'est la définition d'une classification des actifs verts et non verts, ce qu'on appelle la taxonomie. Ces discussions sont assez avancées dans le cadre d'un groupe qui s'appelle Technical Expert Group. Et pour l'instant, la part du nucléaire est complètement éludée. Et je ne vois pas, malheureusement, je ne vois pas l'industrie, je ne vois pas notamment EDF défendre un petit peu plus ses positions sur ce sujet. On est vraiment entre consultants et financiers dans ce groupe. C'est la loi Slav, et après les conclusions pour notre président. Ah non. Par rapport à la question de Jean connaît très bien le sujet, donc il a tout à fait raison. Je pense que sur le sujet du stockage interjournalier, je pense qu'on a les moyens aujourd'hui, déjà avec ce qu'on a et dans l'avenir, avec le développement des batteries, on voit bien que le stockage interjournalier, il est à notre portée, je pense, globalement. Ce qui n'est absolument pas à notre portée aujourd'hui, c'est le stockage intersaisonnier. Il faut quand même donner le courage de se le dire. On ne sait pas faire aujourd'hui le stockage intersaisonnier de l'électricité. Je pense que c'est ça que tu faisais allusion. Comment peut-on le voir demain? Effectivement, de là, on a racheté une petite société qui est aujourd'hui dans le domaine de l'hydrogène, parce qu'on pense qu'effectivement, une solution pourrait passer par de l'hydrogène. Une solution, et je pense qu'il ne faut pas fermer la porte. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas, enfin, je vais être clair, on n'a pas de solution miracle sur le stockage intersaisonnier. Alors, c'est un point important. Les steps sur le journalier, mais intersaisonnier, pas trop. En fait, quand on le tourne derrière, sur l'interjournalier, ça marche. Sur l'intersaisonnier, c'est compliqué. Donc en fait, on n'a pas vraiment de moyen intersaisonnier fort. L'hydrogène peut en être un, les batteries ça complétera, mais c'est plutôt l'interjournalier. Et donc on a un vrai sujet autour de l'intersaisonnier, c'est clair. Et aujourd'hui, quand on regarde les nombres de térawattheures qu'il faudrait stocker en intersaisonnier et les basculer de l'autre, on n'a pas les moyens. Donc on a ce sujet-là devant nous, je pense, d'explorer différentes pistes, différentes voies, pour essayer de trouver la bonne voie industrielle. Je pense qu'on a une dizaine d'années devant nous pour la trouver et la mettre en œuvre. Mais c'est un vrai défi. Je parlais tout à l'heure des défis pour l'industrie, je pense que celui-ci c'est un beau défi. Parce que si on arrive à le faire en France de façon efficace, il va être aussi intéressant partout en Europe et à l'international. Alors celui qui arrivera à mettre au point les techniques en question sera quand même un acteur extrêmement dominant dans l'avenir, compte tenu de l'avenir de l'énergie tel qu'on le voit aujourd'hui. Sur le charbon au secours du nucléaire, bon, ça c'était un petit titre pour faire plaisir aux gens de Cordemais. C'est pas nous qui l'avons provoqué. Hein, Bon, en fait, il y a une situation un peu spécifique cet hiver. Enfin, j'espère que c'est terminé. Normalement, ça doit se terminer hier. Je n'ai pas vérifié ce matin. On avait une situation un peu particulière. On avait 2 réacteurs de Flamanville arrêtés.